Bonjour, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Aujourd'hui, nous recevons Brice Hortefeux, ministre de l'Intérieur et de l'Immigration. Brice Hortefeux, bonjour. Bonjour. Merci. J'ai aussi la responsabilité de l'outre-mer et des collectivités territoriales en étant aidé par deux ministres, Marie-Luce Pinchard et Philippe Richert. Important de le préciser. Et de la sécurité routière, je crois aussi. Et désormais de la sécurité routière. C'est donc un grand périmètre pour le ministère de l'Intérieur. Martine Aubry était ce matin sur France Info. Elle répondait au discours de politique générale de François Fillon hier. Je vous propose de l'écouter. Le courage, pour moi, c'est de régler les problèmes du pays et le problème des Français. C'est pas de dire rien ne va et on continue comme avant. Voilà, j'ai trouvé un ton qui se voulait volontaire pour masquer sans doute une espèce d'impuissance, puisque dans le fond, on a eu l'impression qu'il n'y avait pas de cap, pas de réponse. Pas de cap, pas de réponse, c'est l'impression que vous aviez aussi du discours de politique générale ? C'est peut-être ce que souhaitait Martine Aubry, mais en tout cas, ça ne correspond pas à la réalité. La réalité, quelle est telle, c'est que le Premier ministre a à la fois été convaincant et déterminé, et en réaffirmant les principes déterminés, fixés par le président de la République, c'est-à-dire réformer, maîtriser la fiscalité, pas d'impôts nouveaux, poursuivre une politique de justice et de sécurité, de protection de nos concitoyens. Donc c'est un Premier ministre que je n'ai pas physiquement vu, puisque la règle fait qu'un ministre sur deux est au Sénat au même moment. Donc j'étais aux côtés d'Alain Juppé qui lisait le discours de politique générale du Premier ministre François Fillon. Mais sur le fond du texte, je l'ai trouvé à la fois convaincant et déterminé. Au moment du remaniement, il a beaucoup été dit qu'il y avait un hyper-premier ministre qui faisait face à l'hyper-président. Hier, ce n'était pas un discours d'hyper-premier ministre. C'était le discours d'un Premier ministre qui met en œuvre la politique voulue par le président de la République. C'était donc une démonstration de la parfaite cohérence de l'action impulsée par le président de la République. Depuis le remaniement, les centristes et les libéraux ont des états d'âme, puisque le départ de Jean-Louis Borloo, le départ d'Hervé Nomelli, qui représentait la tendance libérale. Vous comprenez les états d'âme de ces membres de la majorité ? Non, moi, je n'ai pas ce sentiment. Je trouve qu'au contraire, la caractéristique de cette période, elle est triple. Première caractéristique, c'était un gouvernement resserré. Il y a moins de ministres qu'il n'y en avait précédemment, c'est-à-dire que chaque ministre se voit ainsi, qui est ainsi nommé, se voit ainsi conforté dans son action avec des périmètres importants, lourds, en nécessitant une parfaite mobilisation. Donc c'est un gouvernement resserré. En réalité, c'est une famille rassemblée. Et aujourd'hui, l'UMP est dirigée par un secrétaire général et deux secrétaires généraux adjoints. Et les deux secrétaires généraux adjoints sont issus des sensibilités libérales et centristes. La troisième caractéristique, c'est que gouvernement resserré, famille rassemblée, UMP réorganisé, ça signifie une chose simple, c'est que autour du président de la République, nous sommes en ordre de marche. Pourtant, Jean-Louis Borloo laisse entendre qu'il va quitter la vice-présidence de l'UMP. Jean-Louis Borloo, très exactement, indiquait qu'il ne resterait pas dans l'équipe exécutive, mais qu'il était totalement au sein de l'UMP. Je peux même aller un peu plus loin. Je pense que la vie politique, c'est comme la vie tout court. On ne doit pas la regarder avec un rétroviseur, on doit la regarder, au contraire, droit devant. Et qu'est-ce que ça veut dire, regarder droit devant ? Ça veut dire que, naturellement, chacun a son parcours, ses sensibilités, ses origines, peut-être ses sensibilités, mais que cela dépasse et de loin les anciens clivages des familles. Aujourd'hui, vous trouvez dans la sensibilité gaulliste à la fois des libéraux, des européens, et ainsi de suite. Vous trouvez dans les libéraux, la famille libérale, aussi bien des centristes. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que lorsqu'il y a eu une réunion des centristes, le lendemain du remaniement, il y avait Valérie Létard, qui était une élue centriste, qui était secrétaire d'État et qui est proche de Jean-Louis Borloo. Elle était entourée à la télévision, c'est comme ça que je l'ai vu, de Serge Lepelletier et d'Yves Gégaud. Bon, présenter ça comme une famille centriste. Non, c'est un rassemblement, des réseaux d'amitié, de sensibilité commune, mais qui ne puissent pas forcément dans l'histoire passée. Parce que Serge Lepelletier, c'est ancien secrétaire général du RPR. Yves Gégaud, c'est ancien chef de cabinet du secrétaire général du RPR. Donc ce ne sont pas les anciennes frontières.
Il faut regarder et agir, non pas en étant les yeux fixés dans le rétroviseur, mais en regardant droit devant. Et les électeurs ne s'en préoccupent pas. Ce qu'ils souhaitent, c'est que l'on agisse en rassemblant tous les parcours, toutes les sensibilités, toutes les histoires, mais au sein d'une même famille. C'est l'ambition, le rôle de l'UMP. En même temps, il y a de nouvelles frontières qui se créent, puisque Jean-Pierre Raffarin vient de créer un groupe au Sénat. Alors, vous craignez l'éparpillement de voix comme ça au Sénat ou à l'Assemblée? Non, la décision précisément de Jean-Pierre Raffarin, qui est vice-président, comme moi d'ailleurs, de l'UMP, c'est précisément la décision, c'est de rester pleinement, totalement au sein du groupe UMP. Mais ça veut dire être dans une même famille, ça ne veut pas dire être aligné comme autant de petits pois. C'est que chacun, naturellement, a droit d'avoir des idées, des expressions, des propositions, éventuellement des critiques. Mais ce qui compte, c'est que sur l'essentiel, nous soyons rassemblés. Et je suis certain que nous sommes et que nous demeurons rassemblés. Encore une fois, le message du président de la République, c'est que nous devions être en ordre de marche et avec les initiatives nombreuses, puissantes, rapides prises au cours des dernières semaines, c'est ce à quoi nous arrivons. Nous sommes en ordre de marche. Au sein de l'UMP, vous êtes vice-président. Est-ce que vous souhaitez élargir vos responsabilités dans la nouvelle organisation que Jean-François Copé va mettre en place? Moi, je ne suis pas demandeur de titre ni de fonction. Moi, je suis un militant de l'UMP parmi beaucoup d'autres. Et si je peux aider l'UMP, si je peux aider le secrétaire général de l'UMP, Jean-François Copé, au service du président de la République pour notre pays, bien naturellement, je le ferai avec beaucoup de plaisir. Et vis-à-vis de Jean-François Copé, je le fais à la fois avec confiance et amitié. Les internautes sont amenés à vous poser des questions, notamment beaucoup de questions sur les incidents de Marseille, puisque après la mort d'un adolescent de 16 ans dans une cité du nord de Marseille, vous avez pris la décision de renforcer les forces de police. Et un internaute vous demande, sachant que vous avez supprimé 2600 postes de policiers sur toute la France, peut-on savoir où vous trouverez les 270 représentants de l'ordre qui vont être envoyés en renfort à Marseille? Bon, d'abord, quelle est la méthode? Première, quand il y a un défi, nous, systématiquement, nous le relevons. Il y a un défi de sécurité à Marseille. Eh bien, d'abord, je me suis rendu immédiatement sur place, parce qu'il faut se rendre sur place. Et j'ai réuni l'ensemble des responsables, des acteurs de la sécurité, et j'ai annoncé un certain nombre de mesures. Pas simplement des renforts. Oui, il y a des renforts. J'ai annoncé l'arrivée de 5 spécialistes des questions de renseignement qui sont affectés au SDIC, c'était au service d'information départemental. J'ai annoncé l'arrivée de 117 ADS au mois de décembre, qui sont recrutés. Et j'ai annoncé l'envoi de 2 unités, c'est-à-dire en gros 150 hommes, qui immédiatement opérationnels, qui sont d'ailleurs déjà arrivés. Je l'avais dit, ça se ferait tout de suite, et ça s'est fait immédiatement. Donc ça, c'est le premier. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des questions d'organisation, il y a des questions de moyens techniques, et notamment à Marseille, la police technique et scientifique est à l'œuvre. Donc tout ceci pour dire que quand il y a un problème, nous y répondons tout de suite. Nous ne laissons rien passer. Et ça veut dire que notre ligne, elle est là aussi en matière de sécurité très simple, c'est qu'il n'y a pas de territoire négligé, il n'y a pas de forme de délinquance tolérée, nous sommes partout à l'offensive et nous obtenons des résultats. Encore une fois, pas de territoire négligé et pas de forme de délinquance tolérée. Justement, sur ce sujet, Jean Leonetti était à votre place hier. Il vous a posé une question sur l'évolution de la délinquance. Je vous propose de l'écouter. On a l'impression que la délinquance d'aujourd'hui, c'est pas la même délinquance d'avant-hier, mais c'est même pas la délinquance d'hier. Il semble qu'elle soit plus violente, et puis que les sanctions que nous avons mises en place sont pas toujours à la hauteur de l'enjeu. Comment faut-il faire en sorte que notre législation et notre justice et notre société prennent en compte cette délinquance à la fois pour la réprimer et à la fois pour la prévenir? Oui, Jean Leonetti a parfaitement raison. La délinquance bouge, la délinquance évolue. Il faut donc que notre arsenal juridique, texte, loi, réglementation s'adapte. Et d'ailleurs, ainsi que les moyens techniques que j'évoquais, comme la vidéoprotection ou la police technique et scientifique. Donc la délinquance n'est pas figée, elle évolue. Quelle est la caractéristique, par exemple, de l'évolution de cette délinquance? C'est, par exemple, la présence des mineurs. Vous avez aujourd'hui un mis en cause sur 5 qui est un mineur. Donc nous devons y être particulièrement vigilants. Et puis enfin, la lutte contre la délinquance, c'est plusieurs choses. C'est d'abord, quand il y a un acte de délinquance, c'est l'identification. Ensuite, c'est l'interpellation. Ensuite, c'est le déferrement. Et après le déferrement, il y a le jugement.
Et après le jugement, s'il y a délinquance, il doit y avoir condamnation. Ce sont ces 5 points qui constituent la chaîne de sécurité. Et naturellement, Jean Leonetti a raison, il ne faut pas qu'il y ait un maillon qui soit plus faible que l'autre. En marge du sommet de Lisbonne, Nicolas Sarkozy a eu une discussion vive, off the record, comme on dit, avec les journalistes à propos de l'affaire Karachi. Alors il y a 2 questions qui se posent. Est-ce que selon vous, le président a eu raison de dire aux journalistes et si je vous traitais de pédophile pour démontrer qu'il n'y avait aucun soupçon sur lui? Et qu'est-ce que vous pensez de la diffusion de ces propos qui étaient justement off the record par certains organes de presse? Par définition, comme ils étaient, moi je ne sais pas ce qui s'est dit très exactement. Ce que je sais, ce qui est insupportable, c'est que nous évoluons vers un système dans lequel on peut avancer n'importe quoi, n'importe quand, sur n'importe qui, sans avoir la nécessité d'en apporter la preuve. Et cela est naturellement incompréhensible et totalement injustifié. Donc c'est ça la réalité. Quand on allègue, il faut prouver. Et quand on avance, il faut démontrer. Eh bien, à l'évidence, sur le sujet que vous évoquez, ce n'était pas le cas. Mais est-ce que le président ne doit pas, de par son rôle, avoir une certaine mesure dans ses propos? La marque de fabrique de Nicolas Sarkozy, c'est la franchise. C'est pas les faux semblants, c'est pas les cache-misères de la vérité. Il est direct et franc. Alors, encore une fois, je ne sais pas ce qu'il a dit ou ce qu'il n'a pas dit, parce que je n'y étais pas, mais en tout cas, je sais que c'est sa marque de fabrique. Et moi, j'aime travailler pour un président qui soit franc et direct. Brice Hortefeux, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. À demain pour une nouvelle édition du Talk.